On se retrouve aujourd'hui avec Jonathan Ayoun. Bonjour Jonathan. Bonjour Gérard. Jonathan, vous êtes une personnalité qui avait beaucoup d'activités. Vous êtes à la fois auteur, documentariste. Vous avez été longtemps à la tête d'un syndicat d'étudiants, en l'occurrence le syndicat des étudiants juifs de France. Et puis donc, je parlais de la partie documentaire. Vous avez fait des documentaires qui ont été très connus, très vus, notamment sur Arte, notamment une histoire de l'antisémitisme. Et puis vous faites souvent que ce soit des livres ou des documentaires, vous le faites souvent à quatre mains, si j'ose dire, avec une autre personne qui s'appelle Judith Cohen-Solal. Et notamment cette année, on vous a connu pour on disait avant une BD, aujourd'hui on dit un roman graphique autour de Joseph Kessel. Et puis surtout, très récemment, vous avez publié dans la collection Bouquins un recueil sur l'humour juif, sous toutes ses formes, pas seulement dans les blagues, on connaît les blagues juives, mais pas seulement. Est-ce que je vous ai bien présenté déjà, avant qu'on aille plus loin? Tout à fait, voilà. Tout à fait. Mais j'ai la chance que vous me connaissez bien et qu'on suit nos travaux respectifs depuis longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant que je vous ai présenté, je voulais juste vous demander déjà comme ça, à brûle pour point, sans réflexion particulière, c'est quoi pour vous le bonheur? C'est quoi la définition que vous donneriez du bonheur? Eh bien, là comme ça, je pense malgré tout, parce que vous venez d'évoquer le bouquin d'humour juif, à la définition de Romain Gary, mais qui me convient très bien. Il dit le bonheur, n'en ayez pas peur, c'est seulement un bon moment à passer. Et le fait qu'il fasse de l'humour sur cette difficulté de pouvoir être dans le bonheur, parce qu'en réalité ce ne sont que des instants parmi d'autres, c'est très difficile d'atteindre ce moment-là. Ça doit être en effet une quête, mais donc le bonheur c'est le moment entre guillemets volé, un peu tombé du ciel, qui arrive de temps en temps. Et il ne faut pas avoir peur de le vivre quand il est là, et il ne faut pas avoir peur qu'il puisse s'éloigner à d'autres moments, parce qu'on ne peut pas tout le temps être dans un état de bonheur intense, ou même pas intense, de bonheur tout court. Donc ça doit être une quête, ne pas en avoir peur lorsqu'elle est atteinte, parce que dans tous les cas, elle va repartir à un moment donné. Et est-ce que le bonheur, par extension, c'est quelque chose de personnel et d'intime, ou c'est quelque chose qui ne peut se réaliser que par le collectif? Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai appelé ça mon podcast « Le bonheur, c'est les autres », donc pour faire pièce à « L'enfer, c'est les autres » de Sartre. Est-ce que pour vous, le bonheur, il ne peut se concrétiser que dans le collectif et pas uniquement, c'est pas simplement un sentiment personnel et intime? Oui, je crois, dans tous les cas, je crois toujours que ce soit le bonheur, la culture, l'intelligence, on a toujours besoin des autres pour pouvoir vivre. Dans l'identité de ce que c'est que la judéité, on ne peut pas être juif seul, il faut être juif avec les autres. Et donc je pense qu'on ne peut pas être heureux seul, il faut être heureux avec les autres, ça va de pair. Et je trouve que d'ailleurs, le premier moment où en Europe, les juifs obtiennent l'égalité, deviennent des citoyens, c'est-à-dire durant la Révolution française. Cela fait suite à un moment où on se pose cette question. Parce qu'il y a un grand concours, le concours de Metz, quelques années avant, qui a pour question philosophique, comment faire pour rendre les juifs heureux? Et c'est pas comment faire pour qu'un juif soit heureux au singulier, c'est comment faire pour rendre les juifs heureux. Alors là, c'est une question à la fois philosophique et politique, puisque dans tous les cas, un passage obligé pour rendre les juifs heureux, c'est donc dans tous les cas déjà de ne pas les discriminer. Mais la question de comment faire pour rendre les juifs heureux, quelque part, on peut aussi entendre en sous-bassement comment faire pour rendre les hommes heureux tout court. Et donc le bonheur, oui, ne peut pas être individuel, il est forcément collectif. En tout cas, il peut ne pas être partagé. On peut être dans un moment de bonheur alors qu'on est entouré de gens qui sont dans un moment de malheur, mais on ne peut pas le vivre en étant dans une île déserte. On doit le vivre en étant avec les autres. Et surtout, en ne cherchant pas à le garder pour soi. Sinon, là, c'est la meilleure manière pour qu'il parte. Et alors là, puisque vous parlez de judaïsme, on est en train d'enregistrer ce podcast à un moment particulier de l'histoire des Juifs et de l'histoire des Juifs en France. On est à quelques semaines après ce qui s'est passé le 7 octobre. On sait que depuis, il s'est passé énormément d'épisodes douloureux. Il y a eu beaucoup d'actes d'antisémitisme, puisque il y a eu une explosion des actes antisémites en France. Et pourtant, les Juifs en France, qui est la plus grande communauté en Europe de Juifs, c'est la France. Et il y avait un proverbe yiddish ou allemand qui disait « heureux comme un Juif en France ». Est-ce qu'aujourd'hui, être Juif et vivre en France, ça reste un bonheur? Oui, je pense que ça reste un bonheur. Ça reste un bonheur parce qu'il faut dans tous les cas l'inscrire dans l'histoire de cette maxime, de cet adage. Heureux comme un Juif en France, c'était notamment ce qui était dit à l'Est par les Juifs dans les shtetl, parce qu'ils portaient le regard sur un pays, la France, qui était en train de se diviser, de se battre autour du sort d'un capitaine juif. Et donc c'est aussi dans peut-être un des plus grands moments d'antisémitisme, hormis la période de la Seconde Guerre mondiale, qu'a traversé la France, c'est-à-dire l'affaire Dreyfus, où des centaines de milliers de personnes dans les rues ont crié mort aux Juifs. Il n'y a pas une mort en métropole, il y en a eu en Algérie française, il n'y en a pas eu en métropole pendant l'affaire Dreyfus, mais il y avait des centaines de milliers de personnes qui dans les rues ont dit mort aux Juifs, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est de cette France-là dont on disait heureux comme un Juif en France et qui faisait rêver les Juifs immigrés de l'Est. Donc oui, heureux comme un Juif en France, je pense que si on pouvait le dire à l'époque, je pense qu'on peut encore
encore le dire aujourd'hui. Mais encore une fois, le bonheur, il ne peut pas être béat, il ne peut pas être aveuglé par ce qu'il se déroule, il ne peut pas être en empêchant un état d'inquiétude et d'alerte. Et malheureusement, depuis le 7 octobre, l'état d'inquiétude des Juifs de France est de nouveau là, et à raison, et c'est une inquiétude légitime. Alors j'ai parlé de bonheur collectif, j'ai parlé de judaïsme, c'est vous qui en avez parlé d'ailleurs en premier. Mais maintenant, après avoir parlé collectif, je vais revenir à Jonathan Ayun, donc vous poser des questions plus personnelles, plus individuelles. Si je vous demande quel souvenir heureux vous avez de votre enfance, quel est celui qui remonte instantanément ou spontanément à la surface? Écoutez, c'est bien sûr les moments de famille, les dîners de Shabbat faits de rire, de blagues, de souvenirs aussi, parce que donc mon souvenir est celui d'un souvenir, puisque dans ces dîners de famille, mes grands-parents, mes parents, mes oncles, mes tantes racontaient leurs souvenirs de la période où ils avaient vécu d'abord en Tunisie. Et donc c'est le souvenir d'un souvenir, puisque c'est ce souvenir assez joyeux de ces moments-là, les blagues, la transmission, puisqu'en réalité donc un moment de bonheur, c'est lorsqu'il y a acte de transmission. Et quand on raconte l'histoire, c'est un acte de transmission. Donc voilà, mes souvenirs, c'est des récits de moments joyeux vécus en Tunisie pour que nous-mêmes on en vive en France, à Paris, on va dire 30 ans après qu'eux aient quitté ce pays-là, sans pour autant nier le fait qu'ils aient quitté le pays, notamment pour antisémitisme. C'est encore une fois, comme la question précédente, sans aveuglement, sans effacement des tragédies de l'histoire, une manière quand même de la vivre de manière joyeuse. Quelque part, la nostalgie, elle permettrait d'assumer une forme de bonheur à distance. Tout à fait, se souvenir des moments joyeux malgré tout des moments traumatiques, puisque l'exil est dans tous les cas un moment traumatique. Le déracinement est dans tous les cas un moment traumatique. Mais le vivre tout en se souvenant des moments joyeux est en réalité une chose qui permet de ne pas se laisser submerger par le tragique. Alors pour vous connaître beaucoup, je sais que vous êtes un homme très cultivé, vous lisez beaucoup, vous allez beaucoup au cinéma, vous allez je pense aussi au théâtre, etc. Donc si je vous demande c'est quoi alors ça va être compliqué pour vous, mais c'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile et pourquoi? Je ne peux pas en dire deux. Allez, dites-en un déjà et après on verra. Je fais exprès faire résonner ce bruit parce que donc je suis en train d'ouvrir mon sac et je sors un livre. C'est pas celui-ci, mais c'est celui-là de Isaac Bashevis Singer, Le blasphémateur. C'est pas celui-ci, c'est Charlatan que j'aime beaucoup ou Au tribunal de mon père. Isaac Bashevis Singer est vraiment pour moi l'incarnation du grand écrivain et c'est celui qui me fait le plus rire, on va dire. Il a eu le prix Nobel de littérature. Il n'a pas été vu comme un auteur drôlatique par les Juifs, notamment de son époque et notamment des années 60 et 70, même donc de la fin de son œuvre, parce que il pouvait se moquer non pas des Juifs, mais se moquer de situations avec des Juifs, tout en rendant hommage à cette longue culture et à cette histoire-là. Et donc voilà, lui me fait rire, il blasphème, il ose critiquer Dieu, parce qu'il a chevillé au corps l'éthique de la protestation, et c'est ça qui le rend heureux. Protester contre l'injustice. Et l'injustice qu'il considère comme divine, mais c'est pas grave. Et tout en étant dans les références au judaïsme assez incroyables. Et donc voilà, il a été accusé à tort, bien avant Philippe Roth, ce serait lui le deuxième, mais bien avant Philippe Roth, de faire des livres que les antisémites appellent de leur vœu, alors que pas du tout. Et quand il a le prix Nobel de littérature, ici en France, l'Arche publie un article qui lui fait plein de reproches. Ils regrettent que ce soit Isaac Bashevis Singer qui a le prix Nobel, parce qu'ils disent il ne parle que des voleurs et des prostituées juifs. Il lui répond mais pourquoi voudriez-vous que je parle des voleurs et des prostituées espagnoles? Je ne les connais pas. Voilà. Avant que vous me parliez du second, parce que je vais vous donner l'autorisation d'en citer un second. Ok, il est juif, mais vous êtes originaire de Tunisie, lui c'est un Ashkénaze, il venait des shtetl de Pologne, donc ça vous parle quand même. Il y a tout déracinement, tout souvenir d'une vie dans un milieu très traditionnel, que ce soit le monde du shtetl ou le monde du haram dans le monde d'Afrique du Nord, c'est des mondes très proches, parce qu'il y a toujours cet affrontement face à un univers potentiellement hostile d'antisémitisme, parce qu'il y a cette même identité juive, et parce qu'après, les points communs sont beaucoup plus conséquents qu'on imagine. À tort, on imagine par exemple que les Ashkénazes sont des gens beaucoup plus réservés, introvertis. Mais si on se penche sur l'œuvre d'Isaac Bashevis Singer, si on penche sur l'œuvre plus lointaine de Sholem Aleichem, c'est aussi des personnages truculents, pleins d'élan, hauts en couleur. Et je crois que d'ailleurs, un des exemples les plus marquants, c'est que le cinéma Borékas en Israël, qui est un cinéma considéré comme séfarade, est le digne héritier du cinéma yiddish des années 20. Donc oui, moi ça m'étonne pas que ça me parle, mais je pense que d'ailleurs, Zadie Smith, par exemple, une grande écrivaine noire britannique d'origine jamaïcaine, disait que quand elle lit Philippe Roth, elle a l'impression qu'on parle d'elle. Et alors, je vous donne cette autorisation
Qui est le deuxième? Eh ben, c'est justement Philippe Roth. Philippe Roth. Donc c'est des Américains. C'est des Américains. La différence, c'est que Philippe Roth, lui, est né aux États-Unis. Il n'a pas connu l'exil et le déracinement, contrairement à Isaac Bashevis-Singer. Mais il a su s'inscrire dans sa continuité parce que c'est des gens qui ont connu de grands moments de bonheur, pour parler du sujet, qui ont été très heureux dans leur vie et qui parlent de moments de bonheur dans leurs livres, tout en parlant aussi beaucoup de tragique et qui savent très bien mêler l'un et l'autre. Donc ils font beaucoup d'humour et beaucoup de positions politiques qui permettent de faire avancer les autres et de ne pas se laisser submerger par la peur. Donc c'est des écrivains contre la peur. Quel est le livre que vous préférez chez Philippe Roth? Le premier, c'est pas son premier, mais le premier qu'il a fait connaître, Portnoy et son complexe, 1969, qui fait un scandale immense, à tort sur des questions de tabou sexuel, mais en réalité le vrai scandale c'est qu'il ose parler de la peur de l'antisémitisme comme un effet sidérant pour les juifs et comme une défaite face à l'antisémitisme, et que donc il ne faut pas avoir peur. Et donc c'est un livre très très drôle sur l'identité juive et contre l'assignation identitaire, et pour faire en sorte que cette identité soit positive et non pas subie. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver? De rire, mais parce que là on ne cesse de parler d'humour. De rire, c'est certain. Le rire au sens Bergson du terme ou le rire au sens Michel Boujna du terme? Non, plutôt Michel Boujna. En tout cas, le rire partagé. Ne pas être seul à rire seul en lisant un livre, ça c'est très important, mais c'est le rire partagé avec d'autres. Le bon mot, la bonne répartie. Donc voilà, c'est les discussions, c'est les moments avec les autres, avec les amis, qui sont les choses dont j'aimerais pas me priver. Est-ce qu'il vous arrive souvent de douter dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Les deux. Je préfère douter de moi, c'est plus intéressant pour pouvoir avancer. Je pense qu'à un moment dans la vie, on arrête d'être obsédé par le doute à l'égard des autres pour se tourner vers le doute de soi-même. Douter tout le temps des autres, c'est donc se méfier tout le temps des autres. Ça peut d'ailleurs pousser jusqu'à la paranoïa, il faut faire très attention à cela. Pour un moment dans la vie, passer à un doute sur soi, qui permet d'être constructif, de changer, d'évoluer, parce que quand même, le doute, en réalité, c'est ce qui permet de vous transformer, de vous modifier, de vous améliorer. Si vous ne doutez pas, vous ne changerez jamais. Or, on a besoin tout le temps de changer, parce que ça n'existe pas d'être parfait du premier coup, même du dernier, ça sera dans tous les cas impossible. Donc, pour pouvoir évoluer, on a besoin de douter, et oui, je doute beaucoup, peut-être même trop, parce qu'il ne faut pas que le doute nous emmène jusqu'à la rumination. Et malheureusement, chez les obsessionnels, ça peut souvent conduire à la rumination. Et étant, je crois, de cette structure-là, parfois je crois que je rumine un peu trop, mais pour autant, il ne faut pas renoncer au doute, bien sûr. Et vous qui travaillez souvent, voire quasiment tout le temps en ce moment en duo avec Judith Cohen-Solal, est-ce que justement vous avez des doutes comme dans un couple? Parce que c'est une relation qui est conflictuelle, qui peut être conflictuelle. C'est-à-dire vous pouvez ne pas être d'accord sur certains points, etc. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu un doute, vous avez des doutes par rapport à ce qu'elle-même vous apporte et ce que vous lui apportez? Oui, alors après, dans tout duo, il y a des doutes. On est assez complémentaires de la manière dont ça évolue. Mais le duo permet de partager son doute et permet à l'autre de vouloir apporter quelque chose qui, dans tous les cas, nous n'aurions pas pu si nous étions enfermés dans notre doute. Après, ça dépend des projets. C'est un duo très particulier parce que, par exemple, sur les documentaires, ce qui permet aussi que ça fonctionne bien, c'est que donc elle collabore à l'écriture, mais moi je suis le réalisateur, donc dans tous les cas, c'est moi qui tranche, mais elle me permet de douter, justement. Son regard vient interroger mon travail et l'améliorer. Donc donc ça apporte plus de doutes que je doute du duo. Précisons pour les gens qui ne connaissent pas Judith Cohen-Solal qu'elle est psychanalyste. Donc en plus, elle doit vous apporter cette partie-là qui est... elle doit vous connaître par cœur probablement, et elle a dû en maintes occasions non pas vous percer à jour, mais savoir quelles sont vos lignes de faiblesse et vos problèmes. Et pousser dans les retranchements. Pour quel défaut de vos contemporains avez-vous le plus d'indulgence? Eh bien, l'inculture, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Ah oui, c'est bizarre. Oui, l'ignorance, l'inculture. J'ai le plus d'indulgence à l'égard de ce défaut-là parce que quelque part, il peut dans tous les cas être corrigé rapidement. Et c'est un défaut quand il est pointé, lorsqu'il est percé à jour, eh bien il disparaît. Parce que tout le monde a une curiosité, a une soif d'apprendre, a une soif de la rencontre de l'autre, de se Vous êtes sûr de ça? Que tout le monde a... Je le crois. Si on sait faire en sorte que leur oreille soit bien ouverte, que leurs yeux soient également grands ouverts, alors
alors l'intérêt pour l'autre ou l'intérêt pour la culture différente ou la culture tout court peut s'inviter dans l'échange. Donc voilà, donc c'est peut-être celui-ci. Alors on a commencé tout à l'heure en disant qu'on était dans une période très compliquée. On était dans un pays où la population est massivement pessimiste. On est le pays d'Europe où l'opinion générale est la plus pessimiste, où il y a la plus grande consommation d'anxiolytiques de toute l'Europe et de médicaments pour dormir la nuit. Et pourtant, il faut continuer, il faut avancer. Et qu'est-ce qui vous, personnellement, vous rend optimiste pour l'avenir ? Moi, ce qui me rend optimiste pour l'avenir, c'est malgré tout de faire en sorte que toutes les angoisses, les inquiétudes, etc., des uns et des autres soient travaillées. On est quand même dans une société du care, comme on dit, pour prendre l'expression anglo-saxonne. C'est-à-dire que malgré tout, cette problématique de souffrance psychique, de souffrance morale, de négativité est continuellement travaillée. Et peut-être ce qui me donne le plus d'espoir, puisque nous parlons du dernier livre sorti, qui est l'humour juif, c'est qu'il y a même une entrée, un thème sur la négativité, c'est que ça fait partie dans tous les cas de l'homme. On ne peut pas avoir le bonheur s'il n'y a pas des parts de négativité. Et donc il faut savoir les mettre à distance, en rire, les regarder avec légèreté pour ne pas se laisser submerger par toutes les parts d'angoisse qu'on a et qu'on aura toujours. Peut-être la différence, c'est qu'aujourd'hui on est lucide, on les reconnaît, ce qui n'était peut-être pas le cas par le passé. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter personnellement pour les prochains mois ? J'imagine que vous fourmillez déjà de projets, parce que vous vous arrêtez jamais, pour vous connaître un peu. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter ? Qu'est-ce qui assurerait votre bonheur au cours des prochains mois ? C'est bien sûr la réussite par le travail. Donc, comme vous avez raison et vous me connaissez bien, je travaille beaucoup et je multiplie les projets. Et j'espère leur donner un certain succès, en tout cas qu'ils rencontrent un public. Mais surtout, non, le bonheur, c'est de continuer à rencontrer des gens, des nouvelles personnes, à rire, à circuler. Donc voilà, peut-être que le bonheur est là. Le bonheur, c'est donc de ne pas être seul. Ça, c'est très important. Et d'être souvent en contact des autres. Et c'est pourquoi j'ai été ravi de cet échange. Merci beaucoup, Jonathan Ayoun. Merci, Gérard. Merci à bientôt.